Est-ce qu'il est nécessaire qu'un sport canin évolue avec son époque? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Il faut que les chiens évoluent en même temps que la société. Mais en définitive, l'évolution, elle doit être euh, constante et perpétuelle. C'est-à-dire que les chiens doivent évoluer, la discipline doit évoluer, mais les consciences doivent aussi évoluer. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont juger un système, qui vont juger une discipline, qui vont juger un programme sans la connaître, sans connaître la discipline, sans connaître le programme. Le gros dilemme de nos générations aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui jugent quelque chose sans savoir. Ça, vous voyez, c'est déjà un problème au niveau de notre société. On a des gens qui arrivent, qui postent des choses sur les réseaux sociaux. Avant, on n'avait pas ça, donc on n'était pas confronté à ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous avez des gens qui ne connaissent strictement rien et qui vont expliquer quelque chose de précis ou d'idéologique ou je ne sais quoi d'autre à un champion de dressage. Aujourd'hui, vous voyez ça. Avant, ça n'existait pas. Après, d'un point de vue purement cynophile, il faut faire très attention aux disciplines mécaniques, comme le ring ou le RCI, parce que ce sont des disciplines non évolutives. C'est-à-dire que si vous faites du RCI ou si vous faites du ring français, vous faites toujours la même chose. Vous n'avez pas comment dire, une polyvalence qui va faire que vous allez être obligé de vous remettre en question sur un exercice. Si vous prenez le campagne, vous allez être confronté à des choses inédites. Si vous prenez le monde du ring, vous allez être confronté à des choses inédites. Donc la structure de l'exercice dans son noyau, comment vous expliquer ça simplement? Vous n'êtes pas obligé de vous remettre en question systématiquement. En ring français, tous les 10 ans, 15 ans, RCI c'est pareil. Vous êtes obligé de vous remettre en question. Parce que si à un moment donné, vous allez avoir l'aspect dressage qui va prendre le dessus sur l'aspect pratique. Et vous ne sélectionnerez plus des chiens avec un potentiel et un caractère vraiment puissant pour travailler dans le domaine utilitaire, mais vous allez sélectionner des chiens parce qu'ils sont extrêmement bien dressés. Et l'aspect robotisation par rapport à l'aspect pratique va s'enlever. Et ça, c'est néfaste hein, quand on fait vraiment de la sélection canine. Par exemple, comment vous dire, vous prenez par exemple le RCI, ils ont une fouille de terrain en quinconce comme ça. Vous regardez certains chiens, ils vont faire cette fouille de terrain très vite, avec une belle dynamique, vous voyez vraiment un chien intéressant dans son travail. Par contre, il ne regarde même plus qui est dans la cache. Il fait le tour et hop, il part de l'autre côté. Voilà, il sait que l'homme d'attaque il est à la fin, donc il fait l'exercice parce qu'on lui a appris à faire comme ça, donc pour lui il faut faire ça avant d'arriver là-bas. Mais la concrétisation de la fouille de terrain comme nous l'entendons, c'est-à-dire un chien qui fouille vraiment tout sur le terrain en prenant une marque et en disant attention, l'homme d'attaque peut être là, peut être là, peut être là. Donc il va marquer des temps d'arrêt sur l'identification. Vous ne les trouvez plus en RC. Et en ring français, c'est pareil. Le chien, tac, il se colle contre la clôture et boum, 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 il fait tout le tour du terrain. Les fouilles de terrain vraiment intéressantes que vous voyez en ring français, c'est quand le chien se retrouve dans un stade. Là, il n'a pas les repères parce que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc là, il est obligé de se servir de son nez. À un moment donné, s'il a un doute, il va se servir de son nez. En RCI, il ne sera jamais confronté à ça. Il va faire un cache, 1, 2, 3, 4, tac, puis il arrive à la dernière et il sait que l'homme d'attaque il est là.
Beuvenveld. Dan zou ik vanmorgen die Tichelaar morgen draaien. Ik krijg 85 punten helemaal. Die jongen krijgt fouten. Alleen het enige wat die jongen zegt, dan zit ik met die kop een beetje onder die mouw. Maar dat deed hij bij iedere bijkomst. Ja. En perfect voor. Ja, die werd uitgegeven. Ja. Daarmee gaan fietsen zo rondom. Maar zo'n Martine, je moet een Martine met ja, die zijn wat lompen. Die zijn met dat losse vuil. Dit zijn nog tenminste wat weten dit. Daar ook met de fiets. Een bul, schoolbal oud. Als je weer boven komt, dan is het rampen, dan moet je weer afgereden. Ja? Hetzelfde maat. Ja. Wat? Geen vak meer.
Wennen voor een biertje? Ja. Hij mocht er niet in. Verkeerd. Eerst niet. Nee? Dat doe je altijd, maar dan kom je. Rijden niet door als je mag rijden. Had ik ook niet gedaan. Door jij. Kijk eens. Alles kwijt. Ja, dat is wel. Si dans votre noyau de génétique de sélection, vous ne faites pas attention à ça, vous allez vous retrouver sur des chiens qui ont des gènes récitatifs très très poussés, parce qu'ils vont exactement faire ce que vous leur demandez, mais ils seront axés sur une mécanisation outrancière. Nous c'est pas du tout ce qu'on recherche au niveau de la génétique pure, si on veut adapter le chien dans l'utilisation. Mais vous avez le même problème sur les sauts. Si vous faites une mécanisation et que vous demandez au chien de faire ça, 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 sans sa réflexion à lui, vous allez corrompre une de ses aptitudes, ça c'est sûr. Et en plus de ça, vous allez casser un suspense. Donc d'un point de vue spectacle, le spectateur n'est jamais surpris, puisque il sait comment ça va se passer. Donc il va regarder l'évolution du chien dans la réalisation de l'exercice, il va analyser la précision du chien, il va analyser le soin du chien dans son travail, etc. Mais l'aptitude réelle, trouver quelqu'un, elle n'est plus là. Donc si vous voulez ça, il faut faire très très attention. Dans les sauts, c'est pareil. Si vous prenez une discipline comme le ring français et que vous dites, voilà, maintenant on va faire tous nos sauts, on va faire tous nos agrès de saut plein. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Donc le chien, au bout d'un moment, il va sauter quelque chose qu'il arrive à percevoir, puisque tous nos sauts sont remplis. Il va sauter un saut en longueur. Il ne sautera plus un fossé. Donc vous voyez déjà l'étymologie du terme fossé, elle est déjà bafouée. Ensuite, il va faire un saut de haie. Ce n'est pas une haie fixe ou une haie comme on avait jadis avec le petit fossé devant. Il va sauter une haie fixe. Et ça c'est pareil, une haie fixe, ce n'est pas du tout le même saut avec un petit fossé devant. Notre haie fixe, elle devrait être 100 barres. Si on était intelligent, on aurait une haie fixe pleine. Le chien sauterait quelque chose de plein. Au jour d'aujourd'hui, les Malinois surtout, puisque 1,20 m pour un Malinois, c'est rien du tout, ils font plus attention à ne pas toucher les barres qu'à sauter. Et si vous accentuez encore plus cette envie avec le fait d'avoir mis une balle, un boudin ou quelque chose derrière, alors là c'est encore pire. Il ne prend même plus la peine de regarder ce qu'il fait. Pour un Malinois, 1,20 m, vous vous rendez compte, c'est que dalle, c'est rien du tout. Donc vous allez arriver sur un terrain où vous allez faire sauter vos chiens sur des agrès pleins. La palissade, il la voit. C'est un saut d'escalade, déjà c'est pas un saut,
c'est une escalade, donc le chien il doit monter et descendre. Ensuite, le saut de fossé, c'est plus un fossé, c'est un saut en longueur, donc il est plein, là elle est pleine. Voilà. Mais si un jour vous voulez sélectionner ce chien-là dans le milieu de l'utilitaire réel et que vous le mettez devant un trou ou devant un fossé, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous soyez un militaire ou que vous soyez un pompier, un sauveteur, quelqu'un qui travaille en décombre ou dans un type de terrain compliqué et difficile. Qu'est-ce que vous préférez? Partir avec un chien dont vous allez prendre des aptitudes parce que vous avez vu un chien sur un terrain réaliser des performances de saut, sur un saut plein, etc. Et le travailler, et le dresser, et l'amener vous sur votre terrain, ou alors vous allez chercher un chien avec les mêmes aptitudes et qui saute déjà des fossés, des trous ou des sauts pleins. Vous préférez quoi? Le travailler ou avoir un chien qui a déjà cette aptitude acquise en lui quand vous allez partir sur un terrain chaotique? Qu'est-ce que vous préférez? Vous allez toujours prendre le chien qui a le maximum d'aptitude. Hein. Et là, vous vous dites comment les têtes pensantes qui ont enlevé les trous, qui ont enlevé tout ça, n'ont pas pensé à ça. Ce sont des têtes pensantes qui ne pensent pas. Vous mettez un plan incliné à la palissade. Votre chien, il ne sait plus descendre une paroi droite. Comment vous apprenez ça ensuite? Vous êtes obligé, vous, de prendre un chien, par exemple, issu du milieu du ring français, vous rachetez un chien qui est en ring 1 ou qui est en ring 2 parce que vous avez une mission à faire à l'étranger et il vous faut un chien vraiment opérationnel. Le chien ne sait plus descendre une paroi droite. Donc vous, à l'entraînement, vous allez reprendre le chien et lui réapprendre un exercice qui, normalement, au début, à la base, devrait être déjà un exercice acquis, compris et entériné dans sa génétique. Donc on perd encore du temps. Alors que la palissade de ring français, comme on avait dans les années 80, c'était l'idéal, 2,50 m. Aller-retour. Avec un blocage derrière pour que le chien n'ait pas trop d'élan. C'était l'idéal pour sélectionner. Il ne fallait surtout pas toucher à ça. Et nous, on a fait tout le contraire. On l'a baissé à 2,30 m et aujourd'hui, on met un plan incliné. Qu'est-ce qu'on va faire si nos chiens ne sautent plus de 2,30 m avec un plan incliné? Voilà. Et où les sauveteurs ou les militaires vont trouver des chiens? Ben, c'est simple, ils vont les prendre sur des programmes où ils n'ont pas ces contraintes. Saphir du Grand Morbihan. Classé 23e de la coupe et 25e au championnat. Un Beauceron en finale. Ulrich des Hauteurs de la Sole. 25e de la coupe et 22e du championnat. Otard de la Noaillerie, 8e de la coupe, 8e au championnat. À Antibes, Daniel Debonduve avait annoncé la mise au repos d'Otard qui venait de céder la première place du podium de la coupe et du championnat à son fils Tino, qui reprochera à M. Debonduve d'être revenu sur sa décision après les sélectifs 87. Et bien sûr, une finale de Lorient où le vieux s'est montré digne de son quadruple titre de champion de France. Voltaire des Gaulois, 2e de la coupe, 3e au championnat. À moins de 3 ans, Voltaire a fait preuve sur le stade de Moustoir d'une maturité exceptionnelle alliée à un punch spectaculaire. 59 points au saut, un plat sans bavure sauf comme pour tant d'autres, un en avant en dehors des fanions, aggravé d'un zigzag, soit 9 points de perdu. Et des attaques toutes plus belles les unes que les autres. 30 points à la face, 29 à la fuyante, un coup de dent. 19,50 à l'attaque au revolver. Voltaire est le seul finaliste à ne pas concéder un seul mètre de fuite, tant à la garde au ferme qu'à la conduite. Il laisse un petit point à la valise pour l'objet déplacé de 2 mètres et 2 autres pour un toucher du corps à l'arrêté où il est appelé alors que sa gueule grande ouverte n'est qu'à 2 cm de la toile.
Imaginez que nous, Français, dans les années 80, quand on avait une administration, 80-90, hein, on avait une administration, je vous dis 80-90, parce qu'il faut toujours un décalage dans la génétique pour que les aptitudes par atavisme s'actent vraiment et découlent d'une génétique dans les futures générations. Donc à cette époque-là, les gens qui faisaient vraiment des métiers compliqués, comme les pompiers sauveteurs, les militaires, la police, les gendarmes, tout ça, ou des organismes de haut niveau dans les chiens d'assaut. Voilà, je cherchais le terme correct dans les chiens d'assaut, dans les chiens de recherche, etc. Ils avaient besoin de trouver des chiens opérationnels rapidement. Donc, quelle meilleure lecture que le ring français pour trouver un chien opérationnel tout de suite. Vous avez des chiens avec des sauts performants, vous avez des chiens avec une obéissance très propre, vous avez des actes de courage dans les interventions, que ce soit en attaque de face, en défense du maître, en recherche de terrain, etc. On avait toutes les aptitudes nécessaires pour que ces gens-là trouvent des chiens susceptibles de leur convenir. Et nous, plutôt que de conserver ces aptitudes et de travailler avec nos administrations françaises, on a fait le contraire. Oui, oui. Vous allez avoir un chien qui va être confronté au vide. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y aller, il va sauter d'un immeuble à un autre immeuble, par exemple. Si vous avez un saut, même un saut de 3 mètres ou de 3 mètres 50, il va y aller avec un vide en dessous, ça on ne sait pas. Moi j'ai vu des chiens, à une époque, des chiennes d'ailleurs, avoir des qualités de saut extraordinaires. Nous on aimait beaucoup ça. En complémentarité, vraiment pour complémentariser notre schéma génétique, on aimait bien savoir ce que valaient les chiennes. La fameuse Utah de Ventadour à monsieur Casanova a sauté 7 mètres de long. Ah oui, a sauté 7 mètres de long avec un trou en dessous, hein, puis un grand trou. Aujourd'hui, on n'y pense même pas, ça. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. On est tellement réglementé dans notre discipline. Voilà, le chien il saute 4,50 m en longueur sur un saut plein. Moi, jamais l'amener sur un trou, sur un fossé pour voir ce qu'il vaut. En campagne, par exemple. Nous, c'était la première chose qu'on faisait. On voulait vraiment, il y avait, je me rappelle à Tours, ils avaient autour de leur ring, ils avaient un parcours campagne. Un truc, mais exceptionnel. Nous, notre première idée, c'est d'aller voir un peu là-bas ce que ça donne, quoi. À Bordeaux, pareil, ils ont un très beau terrain de campagne autour du club de Philippe Videra. Ils ont des endroits avec des parcours vraiment très intéressants. Nous, on était toujours tentés d'aller essayer ça, d'aller essayer un parcours militaire, voilà, avec nos chiennes d'élevage. Ouais. Alors bien sûr, les gars qui avaient des bons chiens, ils venaient avec nous, hein, parce que ça les intéressait aussi. Mais nous, on était sur les complémentarisations, on aimait beaucoup ça. Voilà, aujourd'hui, ça se fait plus. La sortie de cash. Ah ouais, une bêtise de plus. Ah ouais, alors là, les mecs qui ont pensé à ça, chapeau bas les gars. Parce que s'il y avait bien un truc à faire, c'était pas ça. Vous vous rendez compte, la cache. Le chien arrive, il se positionne, aboiement, il vient d'avoir toute l'excitation avant de trouver l'homme d'attaque, il le trouve, il se calme, il aboie, le maître vient, première sortie, le gars il sort, le chien le mord, tac, tout, le chien revient au calme, le mec remet un deuxième coup de feu, mais il repart, tac, le chien le remord, il remonte en excitation. Vous vous rendez compte, il a 2 pôles d'excitation successifs et 2 remises à niveau successives. Tac. C'est époustouflant quand on voyait ça. Vous voyez toutes les... Comment dire, le passage psychologique du chien sur l'exercice pour arriver à son contrôle et à la maîtrise d'un tel exercice dans la symbiose. C'est-à-dire que le chien doit se maîtriser, le maître doit maîtriser le chien, tout doit être articulé dans le même sens. Il bloque le chien, il désarme l'homme d'attaque et là c'est pas fini. On part sur une escorte où là le chien doit être calme, vigilant, pondéré, minutieux et rapide. Pourquoi vous enlevez ça? Pour remettre une fuite dans l'escorte? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y en a déjà des fuites dans l'escorte.
C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans le noyau génétique, c'est de voir comment le chien se comporte sur une attitude. Comme je vous l'ai expliqué dans les émissions précédentes, le programme français a toujours eu des doublons. Il me faudra une émission entière pour vous expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre l'importance d'avoir des exercices, d'avoir des mouvements doublés dans le noyau même de l'exercice. Vous enlevez ça. On me dit oui, mais bon, alors là c'est pareil. Hein, il y avait des X raisons pour enlever ça. Les hommes d'attaque n'attendaient pas le temps nécessaire. Enfin, on m'a tout expliqué. Moi, je suis toujours parti d'un principe simple, hein, que c'est le juge qui commande. Hein, c'est pas l'homme d'attaque. Donc, on part sur cette possibilité-là. On me dit oui, mais c'est bien aussi de temps en temps d'évoluer. Vous voulez vraiment changer quelque chose à la cache? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous tirez au sort. Il n'y a pas de fuite de cache. Il y a une fuite de cache. Il y a deux fuites de cache. Le chien, il arrive à la cache, il brise le mécanisme de son travail, il ne sait pas ce qu'il attend. Là, vous travaillez sur quelque chose de concret. C'est plus compliqué que ça. C'est que notre programme, en fait, il est axé sur deux choses. Le contrôle du chien constant. Voilà. Il faut toujours contrôler son chien selon les exercices et selon ce qu'on va lui demander. Et la combativité du chien à réaliser un exercice. Vous vous rendez compte la teneur d'une attaque de face? Là, il faut un chien quand même, hein, en France. Le chien, il arrive, tac, il part dans une position, il part pas comme il veut, hein, il part quand on lui dit, il part à l'attaque. L'homme d'attaque a un bâton, il essaye de l'empêcher de l'attraper, il attrape l'homme d'attaque, il combat avec l'homme d'attaque, etc., etc. Coup de trompette, coup de sifflet, il revient au pied. Vous vous rendez compte un peu le niveau caractériel du chien là, pour arriver à faire une attaque comme ça, parce que quand vous êtes en pleine bagarre avec un homme d'attaque qui vraiment connaît son métier, qui va chercher le chien et qui le maintient, et qui l'analyse et qui vraiment le triture dans toutes les positions possibles pour voir sa qualité à elle, il faut un bon chien hein, quand le coup de trompette arrive et qu'il y a le coup de sifflet derrière. Là vous avez intérêt à avoir bien travailler à l'entraînement et ne pas avoir raté votre débourrage, hein, parce que là, tout est lié de A à Z. Là, je suis obligé de reculer le zoom tellement il est puissant par rapport à la distance. Ouais. Sur des exercices comme quoi, par exemple? L'aboiement, la sortie de cache, etc. Oui, vous devez démécaniser ce qui est mécanisable. Parce qu'un jour, vous allez rentrer dans un système de récitation sans compréhension. Par exemple, vous prenez par exemple quelqu'un qui va vous faire une grande récitation d'une phrase philosophique. Voilà, une citation d'un philosophe célèbre, mais qui ne la comprend pas. Il va vous sortir la phrase comme ça pour vous en mettre plein la vue en vous disant voilà, Platon a dit que, Nietzsche a dit que, et il va vous sortir la phrase. Voilà. Mais il n'a rien compris dans la substance et dans la réflexion de la phrase dite philosophique. Voilà. Il vous sort un grand truc comme ça pour vous en mettre plein les yeux, mais qui ne sert à rien. Ah oui, toutes les actions philosophiques, hein, qu'elles soient grecques ou asiatiques, hein, parce on parle toujours de la Grèce antique. La philosophie, les citations philosophiques et une vie philosophique, c'est fait pour vous aider dans la vie. Hein. C'est pas fait comme ça pour être joli ou des grandes phrases et parler comme ça pour faire le mariole. Hein. Non, non, c'est pas du tout ça. Hein. Les grandes citations philosophiques, si vous aimez un petit peu ce genre de lecture, à la fin, ça vous amène une base de réflexion, ça vous amène peut-être un apaisement culturel, ça vous amène beaucoup de choses. Comme comprendre
réfléchir, interpréter et faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah non, mais si vous voulez solidifier votre génétique, la déontologie doit se jouxter avec l'intelligence et la compréhension de l'exercice. Toujours. Sans quoi vous n'aurez jamais une matrice forte dans votre génétique. Ah oui, oui, beaucoup minimisent l'intelligence du chien dans la récitation de l'exercice. Ouais. Ils pensent que c'est un exercice acquis parce que vous lui avez appris. Ah oui, mais ça, oui, bien sûr, vous lui avez appris. Mais vous lui avez appris et lui, vous le restitue avec son cerveau à lui. Donc vous devez lui donner des indices pour vous restituer ça intelligemment, le plus intelligemment possible, le plus propre possible. Et le plus compréhensif possible pour lui. Donc vous avez certains dresseurs qui donnent des clés au démarrage de l'exercice, où le chien sait à peu près ce qui va se passer. Vous en avez d'autres qui ne font pas ça, qui expliquent de A à Z ce qui va se passer réellement quand l'ordre va être donné. Mais vous devez donner des indices. Ah oui. Là, pour la fouille de terrain, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, voilà, bon, sur les quinconces là. Non, vous devez avoir un indice olfactif. Par exemple en ring, si vous travaillez la fouille de terrain après une attaque arrêtée, vous avez un tirage au sort, voilà, saut, obéissance, attaque arrêtée, recherche derrière. Quel indice il a le chien pour fouiller le terrain et trouver la personne que vous lui demandez? Il faut y penser à ça. Donc le chien va le faire, hein, parce qu'il a une mécanisation. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver un homme d'attaque et il va aboyer, parce que c'est ce que vous lui apprenez sur le terrain. Mais lui, dans son noyau d'intelligence, il sait réellement qui il cherche. Je ne sais pas. Tout ça, il faut bien le définir et le travailler dans une cohérence d'exécution dans votre exercice. Il ne faut pas faire des choses parce qu'on a appris au chien bêtement à faire ça. Il faut toujours qu'il y ait une raison pour que le chien amène son exercice à 100%. Si vous faites une fouille de terrain dans un milieu militaire, par exemple, voilà, vous allez faire fouiller un terrain à un chien. Le chien sait très bien, il n'y a personne. Donc il sait très bien que s'il trouve quelqu'un, il faut aboyer, le caler et le mettre au ferme. Il le sait, il n'y a personne. Mais quand vous êtes dans un stade où il y a 5000 personnes à la finale, des hommes d'attaque, des effluves partout, dans tous les sens, c'est pas pareil. Vous devez bien lui donner un indice de réflexion au départ. Alors aujourd'hui, on a des chiens tellement forts que vous n'avez même plus besoin de cet indice-là. Ils savent dès le départ ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas malin de faire ça. On devrait conserver les structures de base, toujours solidifier les noyaux génétiques pour conserver un atavisme pur et dur. Mais non, parce que la démécanisation d'un type de parcours mécanique, elle est faite pour ça. Si vous avez la possibilité d'enrichir une aptitude par une intelligence de travail, pourquoi vous voulez vous en priver? Je sais pas, ça me paraît quand même assez incohérent de se priver d'un indice capital que le chien va accumuler par la force des choses, parce qu'il déploie une intelligence pour la fouille de terrain. Il va se servir de son nez, ce qui est encore... rendez compte, pour le chien, le flair, c'est quelque chose d'indispensable. Donc pourquoi vous voulez vous priver de tout ça? C'est complètement fou quand vous réfléchissez bien à tout ça. Vous avez des qualités intrinsèques chez le chien, de travail, et vous les mettez de côté pour une robotisation extrême, une mécanisation extrême. C'est pour ça que je vous parle de démécaniser un système.